Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du club EMC2. Le club EMC2 est un dispositif qui est animé par l'agence d'urbanisme et qui réunit les partenaires financiers de l'enquête mobilité. Ce club vise notamment à être un trait d'union entre le monde académique et les collectivités du territoire afin de diffuser et de valoriser les connaissances produites dans des projets de recherche autour de la mobilité. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à un projet de recherche qui est commandité par le SMAG et qui vise à analyser les logiques sous-jacentes au choix d'un mode de transport lors d'un déplacement. Pour ce webinaire, nous avons prévu une présentation à l'issue de laquelle vous pourrez questionner et échanger sur les résultats rassemblés dans cette publication. Pour ces questions, je vous invite à noter au fil de la présentation vos questions et réactions dans l'onglet Conversation. Et je vous informe également que ce webinaire est enregistré. Je vais maintenant donner la parole à Arnaud Saillet, qui est responsable de l'unité observation et évaluation au SMAG, pour nous expliquer l'origine de la commande de ce projet de recherche. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai en charge l'observation et l'évaluation de la mobilité au sein du SMAG. Et pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires sur le MC2, en fait, ces enquêtes, elles permettent d'avoir un portrait assez précis de la mobilité sur un territoire en termes de motifs de déplacement, de part modale, etc. Mais également, certaines enquêtes comprennent des options type enquête d'opinion, enquête week-end, voire des programmes de recherche. Donc le format des enquêtes mobilité a un petit peu évolué. Et donc dans le cadre de cette enquête multipartenariale, puisque le SMAG l'a piloté, mais pour le compte d'un large partenariat, on avait choisi collectivement au sein d'un COPIL un certain nombre d'options et de programmes de recherche. Puis on a commandité auprès de l'EPFL et le bureau d'études Mobilhome une étude sur l'image des modes, donc l'image associée à chaque mode de transport, la voiture, le covoiturage, le vélo, etc. Donc nous sommes assez intéressés précisément à la manière dont les habitants de l'aire grenobloise caractérisent ces différents modes. Ça permet de mieux comprendre ce qui les motive ou les démotive à les utiliser, et ça met également en lumière des potentiels d'orientation en matière de pratique modale. Donc après, je laisserai la parole à Emmanuel Ravalet du bureau d'études Mobilhome pour bien expliquer tout ça. Et pour prolonger aussi, c'est vrai qu'il y a d'autres programmes de recherche adossés à l'EMC2 qui sont échangés assez régulièrement dans le cadre du club de l'enquête. C'est notamment le programme de recherche Intermob avec le laboratoire PACT, les chercheurs universitaires de l'IUGA, le CNRS et le CEREMA. C'est aussi un programme de recherche avec l'INRIA sur le covoiturage, ou également un autre programme de recherche, notamment sur le coût résidentiel et la vulnérabilité énergétique. Voilà, j'en ai fini sur ces quelques mots d'introduction. Je redonne la parole. Merci Arnaud. Eh bien, nous allons maintenant donner la parole à Emmanuel Ravalet, qui est chef de projet au bureau d'études Mobilhome, pour la présentation des résultats du projet de recherche. Très bien, bonjour à tous. Merci déjà pour l'organisation de cette séance. Je pense que c'est intéressant pour nous qu'on puisse échanger sur les résultats qui ont été obtenus. Alors, pour replacer un petit peu les raisons pour lesquelles ce type d'analyse a été réalisé à plusieurs reprises au sein du laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL ou au sein du bureau Mobilhome, c'est déjà de repartir de l'idée que les logiques de choix de mode de transport se font certes selon des critères habituels, temps, coût, éventuellement confort. Donc, c'est des choses qu'on trouve très facilement dans tous les modèles, mais il est nécessaire d'aller souvent plus loin pour essayer de comprendre des pratiques qui sont finalement qu'on pourrait qualifier d'irrationnelles, mais qui ne le sont pas tant que ça, dès lors qu'on s'intéresse un petit peu à l'image que les gens peuvent avoir des différents modes de transport. Alors, on ne va pas aller chercher sur les raisons pour lesquelles les gens ont ces images-là, et ça peut être lié à une enfance, à des éléments qui ont eu lieu dans leur enfance ou dans les premières années de l'âge adulte, mais en tout cas,
par rapport au territoire dans lequel on vit, par rapport à notre histoire personnelle, par rapport à qui on est, quelles sont nos contraintes, etc. On va avoir un certain nombre d'images, de représentations en lien avec les modes de transport, et ces éléments-là vont nous aider, une fois qu'on les connaîtra mieux, à comprendre les logiques de choix. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que va cette démarche. Donc c'est des travaux qui sont appuyés sur une première typologie que Vincent Kaufmann avait réalisée au sein du laboratoire de sociologie urbaine pour son travail de thèse. C'était en 1994. Alors, je le vieillis un peu, mais il n'est pas là, donc il ne s'en rendra pas compte. Et donc voilà, on a retravaillé la typologie depuis. Et puis en fait, on vise, notamment à Mobilhome, à en faire un outil qui soit un petit peu plus opérationnel que ne l'était le premier travail de Vincent, qui était quelque chose qui avait une vocation plus théorique. Alors, la présentation, alors je vais essayer de tenir dans le temps qui m'est imparti pour qu'on puisse avoir un temps de discussion ensemble derrière. Je vais revenir très très vite sur le cadrage méthodologique. Je vais vous rendre compte de quelques-uns des résultats sur la caractérisation des modes et puis après on discutera de la typologie. Donc cadrage méthodologique, alors on a fait un travail de comparaison 2010-2020, donc on a 1533 participants parce qu'on n'est que sur le module complémentaire en ligne pour les questions qui nous intéressent. Et puis on a retravaillé le découpage spatial pour avoir quelque chose de comparable sur 2010-2020 avec le Grenoble, le reste du cœur de la métropole, le reste de la métropole et le reste du territoire. Bon, je passe cette présentation pour être partagée avec tous les participants si vous voulez avoir les détails. Euh, Peut-être un point méthodologique qui n'est pas inintéressant, mais qui pose en tout cas un petit peu question sur la nature des résultats de l'enquête 2020, avec une partie de l'échantillon, mais vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, qui a été enquêté avant la crise sanitaire et l'autre partie après. Or, voilà, on a vu à travers différents travaux de recherche que cette crise sanitaire pouvait avoir un impact sur les pratiques modales, sur aussi la valorisation des modes. Et donc, comme on est vraiment tout de suite après la crise pour la deuxième partie de l'échantillon, voilà, on est dans un contexte temporel et puis évidemment social qui est très spécifique. Et donc, il faut bien avoir en tête que ces résultats sont issus de cette période-là. La typologie utilisée, elle se base finalement sur des adjectifs. Donc, on demande aux personnes de caractériser les modes de transport, de donner 3 adjectifs par mode. C'est important ce nombre d'adjectifs. Je reviendrai juste derrière sur les raisons pour lesquelles on en demande 3. Mais du coup, ces adjectifs, vous le voyez dans ce tableau-là, ils s'inscrivent dans différents registres qui sont le registre fonctionnel, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, le registre social, donc convivial, bondé, promiscuité, etc., le registre sensible, et le registre environnemental. Donc, tous les adjectifs sont dans ces 4 registres-là. Et donc, les gens, donc c'est un peu long, hein, c'est aussi pour ça qu'il est parfois difficile de l'insérer dans toutes les enquêtes mobilité, doivent prendre le temps de citer des adjectifs pour les différents modes de transport. Pourquoi 3? Parce que en fait, on va regarder finalement si le nombre d'adjectifs positifs est supérieur au nombre d'adjectifs négatifs pour un mode donné, et ça va nous donner une image synthétique, positive ou négative du mode de transport. C'est ce que vous voyez sur ce tableau-là. Quand je vais vous dire que 85% des personnes résidant dans le reste du territoire de l'aire métropolitaine grenobloise ont une image positive de la voiture, ça veut dire qu'ils ont donné plus d'adjectifs positifs que négatifs pour la voiture. Et puis derrière, vous verrez quand vous avez ce type de tableau-là que sur Grenoble, par exemple, 17% des adjectifs cités sont en référence avec la notion de pollution pour la voiture sur Grenoble, par exemple. Mais c'était un exemple histoire que vous soyez capable de relire tranquillement tous les tableaux si vous voulez prendre le temps de le faire suite à la présentation. Donc quelques éléments sur les résultats qui ont été obtenus avec une image plutôt très positive de la voiture sur l'ensemble du territoire enquêté, même si c'est un petit peu moins le cas peut-être sur Grenoble, vous le voyez un petit peu sur la partie gauche. La notion de pollution ressort un peu plus pour les Grenoblois que dans le reste du territoire, mais elle ressort quand même dans l'ensemble du territoire. Et puis, évidemment, dès qu'on sort de Grenoble, on retrouve assez vite la notion d'autonomie, de praticité et puis du côté vital, nécessaire, indispensable du mode de transport. La cherté, enfin, apparaît de manière à peu près homogène sur l'ensemble des territoires. Sur les transports collectifs, l'image est beaucoup moins bonne que celle de la voiture. C'est quelque chose aussi qu'il est important de mentionner, même si l'image, là encore, est meilleure sur Grenoble que dans le reste du territoire. Si on regarde les adjectifs qui sont liés à cette image-là,
Vous verrez quand même que sur Grenoble, donc on voit ressortir la notion écologique, praticité, utilité, bon marché, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, et puis c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport aux premières enquêtes qui avaient été réalisées dans les années 90 puis dans les années 2000, où on n'avait pas vraiment cette notion du caractère bondé, ou en tout cas de l'achalandage dans les transports publics, qui ressort dans ces dernières enquêtes sur la Suisse également. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant que vous voyez apparaître ici sur notamment Grenoble ou le reste de la métropole du cœur, pardon, sur le reste du cœur de la métropole. Euh, Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi de regarder quels sont les profils des personnes qui citent chacun de ces adjectifs. Pour vous donner quelques exemples, on voit que la saturation est plus mentionnée par les femmes que par les hommes, que les jeunes mentionnent davantage le côté aussi bondé, bruyant, stressant, désagréable, donc une moins bonne image pour les jeunes, avec des questions qui peuvent se poser sur l'avenir de leur pratique, justement, à un âge où ils sont encore un petit peu captifs de ce mode-là, mais qui ne vont pas le rester. Et puis, sur les utilisateurs fréquents des TC, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de savoir ceux qui les utilisent, quelle est leur image par rapport à ceux qui ne les utilisent pas. Et en fait, on se rend compte que pour les TC, ce n'est pas nécessairement les utilisateurs fréquents qui ont la meilleure image des TC, et, notamment en lien avec la saturation. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, encore une fois, et qui est nouveau depuis une bonne dizaine d'années. Et pour les non-utilisateurs, on va trouver plutôt des contraintes liées à une offre jugée trop faible, à voir si les gens connaissent vraiment, effectivement, bien cette offre ou pas, mais en tout cas, c'est l'adjectif ou en tout cas la caractéristique qui va ressortir la plus souvent. Quelques éléments enfin sur l'image du vélo, plutôt très bonne, de la marche à pied, plutôt excellente, et de la trottinette, beaucoup moins bonne, euh, même si, donc vous voyez ici les quelques adjectifs, même si pour la trottinette, il y a vraiment une segmentation, une séparation très forte entre l'image de ce mode-là pour les moins de 25 ans et puis pour les autres enquêtés. C'est pas forcément très surprenant, mais c'est toujours intéressant en tout cas de le poser pour se dire que voilà, on est face à des publics qui vont être très différents, qui vont réagir très différents par rapport aux offres qu'ils ont à leur disposition. Donc, je passe maintenant à cette typologie. J'essaie d'être le plus efficace possible. Pour l'instant, j'y arrive à peu près. Donc, la typologie des logiques d'action, puisque c'est un petit peu sur cette base-là que la discussion, en tout cas, va porter dans la suite de notre rencontre cet après-midi. Donc, c'est une nouvelle typologie, je vous disais. Donc, elle a été réadaptée par rapport à celle de 94, au sens où celle que Vincent avait réalisée initialement tenait pas vraiment compte du vélo, donc prenait peu compte de ces éléments liés aux mobilités actives. Et c'était devenu quelque chose de vraiment problématique avec le déploiement du vélo notamment. Donc, ce que vous allez retrouver et ce qui va nous aider finalement à construire la typologie, c'est les attitudes positives, négatives vis-à-vis des moyens de transport. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez vu déjà les graphes, les valeurs, avec notamment les 4 registres que j'ai cités, fonctionnel, sensible, environnemental et social, et puis les habitudes modales effectives. Donc, on va combiner un petit peu l'ensemble de ces éléments pour faire ressortir des différentes logiques d'action. Donc, les gens vont finalement avoir des logiques d'action qui vont être différentes quand ils vont arriver face à un choix modal qui peut leur être proposé. Je précise que là encore, notre objectif, et puis c'est vraiment un objectif qui rentre dans le cadre du travail sociologique que on cherche à faire aussi bien au Lasur qu'à Mobilhome, c'est de dire que la segmentation des publics face à un mode de transport, elle doit dépasser un petit peu la segmentation habituelle en termes d'âge, en termes de genre, en termes de revenus, qui sont des éléments pour la segmentation qui sont importants, hein, qu'il ne s'agit pas de remettre en question, mais on veut aller plus loin pour apporter une dimension supplémentaire, pour encore une fois avoir un élément de compréhension supérieur, parce que l'appartenance à ces différentes logiques d'action va nous amener à une intervention en termes de politique publique qui ne sera pas la même. Donc c'est pour ça un petit peu que cet effort-là, il est mené. Donc, vous voyez ici quelques résultats. Alors, je vais passer assez vite sur ce tableau pour l'instant pour qu'on rentre dans le détail de chacun des groupes de la typologie, parce que sinon, c'est un petit peu dur à lire tel quel. Peut-être juste quelques éléments. Donc, vous voyez le nom des groupes en bas, automobilistes exclusifs, prédisposés au transport individuel motorisé, prédisposés au mode individuel, comparateur d'efficacité. Alors, je précise, comparateur d'efficacité, c'est les Homo economicus qu'on a finalement dans la théorie de base, qui est celle d'une posture relativement objective vis-à-vis d'un choix de mode qui est à leur disposition.
Donc, vous voyez que ces comparateurs d'efficacité, finalement, ne sont pas si nombreux par rapport à cette typologie. Ça veut dire que derrière, notre typologie, ou cet effort en tout cas de typologie, il est intéressant puisqu'il permet d'aller au-delà de ces 20 à 25% de la population qui, eux, ont un choix plutôt rationnel. Ensuite, les comparateurs de confort, les prédisposés au mode alternatif, les prédisposés au mode actif et les environnementalistes. Alors, les noms sont jamais très heureux. Je m'en excuse par avance. Il ne faut pas les prendre tels quels, mais plus se dire que c'est des entrées et puis après rentrer dans le détail de chaque groupe comme je vais le faire maintenant. Alors, les automobilistes exclusifs d'abord, donc ils utilisent à peu près que la voiture dans leur vie quotidienne. Donc, ils sont vraiment des utilisateurs de la voiture en routinier, habituel. Pour eux, le choix modal n'existe pas forcément. Ils vont toujours s'orienter vers la voiture et ils ne le perçoivent pas forcément. Donc, ils n'utilisent pas ou peu les transports collectifs et le vélo. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on en a relativement peu au centre de la métropole. Je vous montrerai tout à l'heure un petit comparatif que j'ai fait rapidement avec des métropoles suisses, avec des territoires suisses. Alors, pas forcément pour le lire directement en termes de comparaison, mais juste pour avoir une idée de ce qui se passe dans d'autres territoires. Et c'est un chiffre qu'on retrouve aussi sur Berne, Lausanne ou Genève, avec dans le centre de ces territoires-là, de ces métropoles-là, très très peu d'automobilistes exclusifs. Et là encore, on est sur une évolution très forte ces dernières décennies. Et donc, ça veut dire aussi que quelque part, notre rapport aux différents modes de transport, il est intéressant à approfondir puisqu'on a assez peu de gens qui vont s'enfermer totalement sur l'usage de la voiture. Donc l'enjeu particulier qu'on peut mentionner par rapport à ce public-là, c'est qu'ils ne sont pas ou peu sensibles à l'augmentation des offres alternatives, à l'amélioration des offres alternatives. Ce n'est pas parce que vous mettez en place une offre transport public très performante que ces gens-là vont changer. A priori, ils ne vont pas le faire. Par contre, ils seront peut-être un petit peu plus sensibles à de l'électromobilité ou à une limitation de leur déplacement automobile avec le télétravail. Donc c'est en ce sens-là qu'on arrivera peut-être avec ces publics-là à travailler. L'idée, elle est double quelque part d'un point de vue opérationnel, et ça vaut pour ce groupe comme tous les autres groupes. Soit c'est de faire évoluer leurs pratiques en imaginant que ces personnes-là vont rester dans ce groupe-là, donc ça c'est les deux exemples qui vous sont donnés ici, soit l'idée ça va être de les faire changer de groupe, entre guillemets. On aimerait bien que ces automobilistes exclusifs, demain, deviennent des prédisposés par exemple au transport individuel motorisé, c'est-à-dire qu'ils ont une préférence, certes, marquée pour l'utilisation de l'automobile, mais ils vont quand même avoir une utilisation d'autres modes de transport derrière dans leur quotidien, même si c'est sous la contrainte de conditions de stationnement ou de circulation. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu voilà, pour tous ces groupes-là à diminuer la part de notre public dans certains groupes qu'on juge plus ou moins, enfin qu'on juge a priori peu compatibles avec le développement durable, et puis on va essayer de renforcer les groupes qui sont jugés comme plus favorables. Euh, donc voilà, pour revenir aux prédisposés au mode individuel motorisé, on en a 4% à Grenoble. Là encore, c'est relativement peu, 15% en dehors de la métropole, avec une utilisation de la voiture qui reste quand même relativement forte. Donc pour eux, clairement, une dégradation de l'OFTC ou une diminution des contraintes à l'automobile, ça risque de les faire revenir vers la voiture. C'est des gens qui sont contraints quelque part à utiliser d'autres modes que la voiture. Ils préfèrent la voiture, mais dans un contexte qui les incite ou qui les oblige parfois à ne pas l'utiliser, bah, finalement, ils font avec ça. Mais ça veut dire qu'ils vont être aussi peu sensibles aux améliorations des offres modales alternatives. Euh, Par contre, voilà, vous augmentez la contrainte sur la voiture et là, vous avez des résultats qui sont plus significatifs. Là encore, si on veut les faire changer de groupe, si on améliore les conditions de déplacement en transport public ou dans les modes alternatifs à la voiture, là, on peut avoir des gens qui vont passer d'usagers sous contrainte de ces modes-là à des usagers heureux, pour exagérer un petit peu, de ces modes alternatifs. Donc, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Les prédisposés au mode individuel, donc eux aussi, comme les précédents, recherchent l'autonomie dans le déplacement, mais ça se traduit par un mode individuel qui peut concerner aussi le vélo, pour faire rapide. Donc là, on a 16-17% dans le cœur de la métropole, davantage en dehors. Donc c'est des grands utilisateurs de la voiture, là encore, mais ils utilisent un petit peu le vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. 27% utilisent les transports publics, avec un risque, encore une fois, pour eux, de report vers les teams. Donc eux, ils ont pour ce qui les concerne, une dégradation de l'OFTC ou une facilitation des déplacements pourrait mener à un report vers les modes individuels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et une limitation de l'offre de stationnement peut limiter la liberté et la flexibilité qu'ils cherchent.
quelque part, pour eux, le développement des offres de vélos à assistance électrique, notamment, peut être quelque chose de pertinent, puisqu'ils ne souhaitent pas prendre les transports publics a priori, ils n'aiment pas ça. Par contre, si vous leur donnez un mode individuel performant et puis moins impactant pour le territoire d'un point de vue consommation d'espace, d'un point de vue évidemment émission de CO2, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc il y a quelque chose sans doute à faire sur les VAE lents, voire les VAE rapides pour ces populations-là qui cherchent aussi la performance. On arrive au comparateur d'efficacité. Je passe rapide peut-être sur eux, c'est ceux qu'on connaît le mieux quelque part, c'est ceux qui sont les plus objectifs dans leur comparaison des modes de transport. Ils vont comparer leur efficacité. Ils cherchent à minimiser les temps de transport et les coûts de déplacement et vont donc privilégier les moyens de transport les plus efficaces. Donc pour eux, pour le coup, il y a vraiment une sensibilité forte aux améliorations d'offres alternatives à la voiture à tous les niveaux, notamment sur l'offre de la performance, la vitesse et puis sur l'offre du prix, donc la cadence aussi évidemment. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi à faire sur la compétitivité du vélo, sur le vélo en tant que tel, qui est un mode dans certains territoires qui peut être extrêmement performant, plus que les transports collectifs, mais parfois aussi dans les territoires les plus denses, plus que la voiture. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui, dès lors qu'ils ont conscience de cette performance-là, peuvent passer de la voiture vers le vélo, par exemple. On passe au comparateur de confort. Donc sous-représenté à Grenoble, c'est des personnes qui sont très attentives à la comparaison du confort des alternatives qui leur sont proposées. Donc ils vont quand même chercher à optimiser, mais avec la dimension du confort de manière très très forte. C'est des gens qui vont favoriser l'usage des transports publics dès lors que dans ces transports publics-là, ils vont être capables d'utiliser ou de valoriser leur temps de déplacement, d'en faire quelque chose de plus que juste un temps mort ou un temps vide. Donc, c'est des gens qu'on va retrouver derrière dans les voitures, mais qu'on va retrouver aussi parfois dans les transports publics. Et donc, ils ont une sensibilité à la fréquentation des transports publics, ils ont une sensibilité aux conditions de productivité, donc ce qu'ils vont pouvoir faire effectivement dans les transports, comme je vous le disais tout à l'heure, et derrière aux conditions de stationnement, etc. Donc, c'est vraiment le confort d'usage des différents modes qu'ils vont regarder en priorité. Évidemment, ils sont dans ce groupe-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aussi une appétence pour certains d'entre eux au transport public individuel ou alors qu'ils ont un intérêt aux enjeux environnementaux, hein. Mais l'idée, c'est en tout cas de rechercher quelles sont les valeurs clés qui vont déterminer le plus leur pratique modale. On arrive aux prédisposés aux modes alternatifs, des personnes qui n'aiment pas conduire, qui vont préférer utiliser d'autres modes de transport que la voiture. Donc, ils vont éviter au maximum d'utiliser cette voiture, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont complètement arrêter de l'utiliser. Donc, on le voit, il y a quand même une dizaine de pourcents qui utilisent la voiture tous les jours quand même, et une trentaine de pourcents plusieurs fois par semaine. Donc, c'est des gens qui aimeraient bien ne pas l'utiliser du tout, mais qui sont dans une situation où ils sont contraints de l'utiliser quand même de temps en temps. Donc, ça ressort derrière dans leur pratique. Ça veut aussi dire que pour eux, attirer les gens de cette catégorie, augmenter l'offre, notamment des transports publics aux heures creuses, dans certains territoires mal desservis, le soir, le week-end, etc. Ça peut être justement des offres qui peuvent permettre à ces personnes-là d'utiliser encore moins la voiture, même si c'est déjà des gens qui l'utilisent peu. Et ce sont des gens aussi qui sont sensibles, évidemment, comme pour les TC, à une amélioration de la cyclabilité en général. Les prédisposés au mode actif, donc là, on va avoir des gens qui sont plutôt favorables à l'usage du vélo ou de la marche, donc qui vont essayer d'utiliser au maximum ces modes-là. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'ils vont utiliser absolument que ces modes-là, évidemment, mais on va retrouver pour eux voilà, des pratiques qui sont orientées vers les territoires locaux autour de leur domicile, principalement, et puis des couplages parfois assez fréquents avec les transports publics. Euh, pour ces personnes-là, il y a un travail spécifique sans doute à faire sur les loisirs. On le voit, il y a beaucoup de ces gens-là qui utilisent assez peu la voiture, assez peu les transports publics pour, déjà un peu plus, mais pour le déplacement pendulaire, mais qui vont se reporter vers la voiture beaucoup plus souvent quand il s'agit des déplacements pour les loisirs. Donc il y a sans doute quelque chose à faire sur ce sujet spécifique des loisirs, évidemment. Et puis, c'est un travail évidemment sur la ville du quart d'heure ou sur
toutes les notions qui sont apparentées, avec l'idée que, évidemment, quand vous avez une préférence pour l'usage de la marche et du vélo, bah, va falloir que vous ayez une offre en termes de services, d'activités, de commerce qui soit suffisante dans la proximité de votre logement. Sinon, bah, vous ne pouvez juste pas activer ça. Et enfin, les environnementalistes. Donc là, c'est juste des personnes qui vont utiliser le critère environnemental pour justifier leurs pratiques et pour essayer de mettre en accord finalement les pratiques du quotidien en termes de mobilité avec un discours qui est plutôt pro-environnemental. Donc c'est des gens qui vont utiliser moins la voiture s'ils considèrent qu'elle est polluante, qui vont utiliser plus les transports publics, plus les modes actifs, évidemment. Encore une fois, au-delà de ces logiques-là, il y a encore pas mal d'usagers de la voiture. 22% utilisent la voiture tous les jours, 29 plusieurs fois par semaine. Et donc, ça veut dire que là, il y a parfois une incohérence entre un discours qu'on veut finalement très orienté sur les questions environnementales et puis une impossibilité de mettre en relation ce discours-là avec des pratiques au quotidien ou de manière systématique. C'est des gens qui vont être très réactifs aux améliorations de transport public, au vélo ou à la marche en général. Et puis, c'est encore un potentiel à activer avec des mesures d'accompagnement pour les personnes qui continuent d'utiliser la voiture, mais qui sont du coup très sensibles à ce qu'on va pouvoir mettre à leur disposition. Si on regarde un petit peu comment ça a évolué entre 2010 et 2020, alors bon, il y a beaucoup à dire. Peut-être juste rapidement, déjà, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on voit que la part des automobilistes exclusifs a tendance à un petit peu diminuer, donc enfin à diminuer quand même, on peut le dire quand même assez nettement entre 2010 et 2020 sur le territoire en tout cas qu'on a comparé. Donc ils sont en baisse partout avec des pratiques monomodales. Donc ça va avec évidemment des pratiques monomodales voiture qui sont en baisse, ça qu'on connaît. On a plus de prédisposés au team et au mode individuel. Et d'un point de vue général, sur Grenoble, on a tous les groupes orientés voitures qui sont en diminution. Donc il y a quand même, entre 2010 et 2020, une évolution qui n'est pas surprenante, hein, qui ne concerne pas que Grenoble évidemment, mais sur un recul de la voiture en termes de discours et en termes de pratique qui est assez net et donc qui se retrouve quelque part de manière un peu naturelle au niveau de cette typologie. Par contre, on a aussi une prédisposition au mode alternatif qui est en diminution, avec un report probable un peu plus vers les environnementalistes qui augmente de manière assez forte, vous le voyez, hein, qui passe de 6 à 12%. Donc voilà pour ce graphique. Je voulais juste aussi vous montrer voilà, quelques données donc avec Genève, Lausanne et Berne, qui finalement ont des tailles qui ne sont pas si différentes que celles de la métropole de Grenoble. Je n'ai pas mis les chiffres, mais en gros, on est dans des ordres de grandeur qui sont à peu près équivalents. Et donc, vous voyez les automobilistes exclusifs donc sur Grenoble, qui sont voilà, sur 3%, quand on est à 0 à Berne, 1 à Genève et 4 à Lausanne. Et les prédisposés au transport individuel motorisé qui sont relativement faibles aussi dans tous les territoires. Les différences qu'on va pouvoir mentionner peut-être, c'est les prédisposés au mode alternatif qui sont moins nombreux sur Grenoble que dans les 3 territoires suisses et les environnementalistes qui sont beaucoup plus nombreux sur Grenoble que dans les 3 autres territoires. Donc on a un discours, une propension à finalement à faire au mieux sur le plan environnemental, qui n'est pas forcément encore facile à traduire sur Grenoble. Il n'est pas non plus sur Genève, Lausanne, Berne de manière évidente, hein, mais en tout cas, il y a cet écart-là qui apparaît. Donc, quelques éléments de discussion, mais je vois qu'il est 30, donc c'est plus une ouverture à vos questions juste derrière. On retiendra déjà que la voiture jouit d'une très bonne image. C'est toujours un petit peu décevant. J'avais travaillé sur les adolescents aussi dans plusieurs pays européens et j'avais été déçu de voir les résultats. Donc non, l'image a encore une excellente, la voiture pardon, a encore une excellente image auprès de pas mal de publics et dans pas mal de territoires. De fait, elle reste utile, voire indispensable dans certains territoires. Par contre, on se rend compte que le discours sur la pollution de ce mode de transport se développe beaucoup. Les TP ont une image qui reste encore mitigée. Elle est meilleure dans certains territoires, notamment les territoires les plus centraux. On le voit dans cette enquête-là, comme on l'a vu dans d'autres. Et les modes actifs sont plutôt très appréciés, sauf pour la trottinette électrique, avec un discours sur sa dangerosité qui reste extrêmement fort.
Sur la caractérisation des modes de transport, on voit bien une rupture que vous avez sentie entre le cœur entre le cœur de la métropole, donc entre Grenoble et puis le reste de la métropole, qui est liée évidemment à des conditions, des besoins de déplacement, une offre en termes de services qui n'est pas du tout la même, une offre de transport aussi qui n'est pas du tout la même. Et une évolution de l'image des modes, donc qui est impactée sans doute peut-être un petit peu par la crise, mais pas seulement. Et on voit en tout cas que finalement les transports publics, l'amélioration de leur image, elle est un petit peu dégradée par un nouveau sujet qui est celui de la surfréquentation, ou en tout cas de son usage, de son caractère bondé, pour reprendre ces termes, que le vélo, il est encore plombé un petit peu par le sentiment de sécurité, enfin, qui est un sujet, mais que grosso modo, les modes alternatifs à la voiture, notamment via le côté écologique, ont tendance à avoir une image qui s'améliore. Donc voilà, sur la typologie, on retiendra aussi que les utilisateurs exclusifs sont très peu présents à Grenoble, que les personnes qui mettent en avant les dimensions écologiques sont en augmentation dans tous les territoires, et que environ un tiers des personnes enquêtées ont une logique de comparaison entre les modes. Donc on est quand même sur des publics qui font des choix. On peut se poser la question de savoir si le choix modal, c'est pas un terme un peu galvaudé. Est-ce que c'est vraiment un choix? Pour une partie de la population, oui, il y a des gens qui font des choix, pas forcément sur le critère de l'efficacité, mais en tout cas qui font des choix sur des critères. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir jouer sur ces gens-là, qui vont pouvoir faire évoluer leurs pratiques selon ce qu'on met à leur disposition. Et puis évidemment que la voiture reste indispensable. Voilà, il est 14h33, j'ai presque tenu mon temps. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie d'excuser l'absence de Yann qui est malade, qui aurait voulu participer, mais qui n'a pas pu se joindre à moi, et de Vincent Kaufmann aussi, qui ne pouvait pas être là. Merci Emmanuel. Nous proposons maintenant de passer aux questions, aux réactions. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer pour une question? Vous pouvez lever la main. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, moi je peux lancer le bal. Sur toutes ces questions d'évolution de la typologie, enfin du poids de chacun des types, est-ce que vous avez pu déceler une question générationnelle? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus ou moins présents dans une catégorie ou une autre? Et est-ce qu'à partir de là, justement, on pourrait imaginer une projection aussi de l'évolution future vers moins d'automobilistes exclusifs, par exemple? Ouais. Alors effectivement, c'est une bonne question. On n'a pas fait l'analyse précise par génération. On aurait pu en fait le faire de manière voilà, pour reprendre un petit peu chaque génération et puis de regarder la manière dont ça évolue. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est contrairement à ce qu'on peut imaginer, en tout cas les jeunes moins de 25 ans n'ont pas forcément une image de la voiture qui est négative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le travail que j'avais mené, un autre travail, hein, mais sur plusieurs pays européens, où on voyait que les jeunes, en tout cas avant 18-20 ans, ont une image de la voiture qui reste excellente et qui va un petit peu se dégrader avec l'arrivée dans les territoires urbains et avec cette période des études quelque part, et avec une grande autonomie, une grande liberté de déplacement au sein des métropoles, où là, effectivement, l'image de la voiture au sein des métropoles se dégrade un peu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément uniquement lié à la génération, mais qui va être lié à un moment dans la vie de ces personnes-là où ils arrivent dans les centres urbains les mieux desservis, ils arrivent dans une posture où effectivement la voiture a moins de place, et elle est vraiment beaucoup moins indispensable qu'elle ne l'était même il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans dans Grenoble, et où effectivement là le discours il évolue avec quand même une montée en puissance du discours environnemental pour les jeunes comme pour les autres. Donc pour répondre plus directement, je n'ai pas d'éléments très clairs sur un effet générationnel, si ce n'est que le seul point, c'est vraiment cette montée en puissance du discours environnemental, écologique, mais qui ne touche pas uniquement les plus jeunes, qui touche un petit peu l'ensemble de la population. Et puis quelque part, on va retrouver des évolutions 2010-2020 qui sont plus portées, au-delà de ce premier point, sur une évolution des pratiques
et donc qui vont faire changer les gens de groupe par rapport à cette pratique qui évolue avec un usage de la voiture dans les territoires centraux qui s'amenuise. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, j'ai une petite question. Pardon, je ne sais pas si j'ai levé la main ou si on prend la parole tout de suite. Allez-y, présentez-vous. Bonjour à tous, moi c'est Mélina Christina, je travaille au SMAG. Je travaille sur l'application d'information voyageurs que le SMAG met à disposition sur son territoire. Et je voulais rebondir sur le fait que vous mentionniez que c'était un outil finalement pour aussi cibler des typologies de personnes. Effectivement, on s'était posé la question au SMAG et je voulais savoir si c'était prévu finalement ça que le SMAG ou une autre collectivité, vous faites peut-être ça avec d'autres clients, mais vous reprenez les typologies et vous mappez avec les projets que la collectivité met en place, les projets ou les politiques, pour finalement avoir une mise en cohérence de l'ensemble des mesures mises en œuvre par une collectivité. Est-ce qu'on parle à tout le monde ou est-ce qu'au contraire on oublie des publics, etc. Donc finalement, un peu un travail supplémentaire en deuxième étape. Maintenant qu'on comprend les typologies, utiliser ces typologies pour mieux mettre en cohérence nos projets de politique publique. Alors effectivement, il y a deux travaux que je peux mentionner qu'on a pu réaliser de notre côté. Le premier travail, c'était sur la métropole transfrontalière genevoise, où on a essayé de mettre en relation l'offre de transport public, donc la qualité de l'offre de transport public, avec ces différents types, donc selon les lieux de résidence de ces différentes personnes, enfin des personnes enquêtées. Donc l'idée, c'était de voir si on avait des surreprésentations de certains groupes dans les territoires les mieux desservis, et puis à l'inverse, des sous-représentations dans les territoires les moins desservis. Ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'on a vraiment, dès qu'on s'éloigne un petit peu du cœur de la métropole, un impact sur la nécessité d'usage de la voiture, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure aussi, aux heures creuses et le week-end notamment. Ce qui va empêcher les gens d'avoir une pratique qui s'éloigne de l'automobilité. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont rester, la plupart du temps, qui vont rester équipés, qui vont continuer à avoir une voiture, voire deux voitures au sein des ménages, et donc qui vont être prisonniers un petit peu de cette évolution-là. Donc ça nous mène, nous, à travailler vraiment, et c'est ce qu'on fait avec plusieurs territoires côté suisse, à travailler maintenant plus sur la démotorisation quelque part, parce que ça va être un moment clé. Si on arrive à ce que les gens acceptent de se démotoriser, finalement, on va rentrer dans une dynamique qui va être beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est peut-être le premier point que je pourrais mentionner. On est en train de travailler, par contre, c'est une étude qu'on lance avec Keolis à Rennes, où là, l'idée, ça va être à l'inverse, enfin, pas à l'inverse, mais ça va être de repartir de cette typologie-là des publics, et puis de regarder de quelle manière toutes les mesures, mais pas forcément les mesures d'aménagement sur le territoire, hein, mais des mesures qui peuvent être des mesures de tarification, qui peuvent être des mesures très variées, dans quelle mesure, enfin, à quel niveau toutes ces mesures sont pertinentes. Donc, quelles sont les mesures qui vont toucher le groupe des automobilistes exclusifs, quelles mesures vont toucher tel autre groupe, pour être capable d'avoir une vision un petit peu plus systématique, pour pouvoir aussi améliorer la communication qu'on va pouvoir faire du travail qu'on fait d'un point de vue politique. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, cette étape, ce niveau d'après, donc le niveau plus opérationnel, plus lié à ce qu'on fait sur les territoires et puis ce qu'on fait de manière plus générale en termes de politique des transports, effectivement, il est possible, il n'est pas forcément évident, mais il nécessite finalement de travailler avec comment entrer cette typologie-là, et puis de regarder finalement comment ça s'articule avec de l'offre sur le territoire, avec des mesures politiques ciblées, etc. Ok, merci. On va prendre la question de Noémie Biolaz. Oui, bonjour. Alors moi, je travaille pour le parc de Chartreuse. Je suis chargée de mission mobilité. Alors tout d'abord, merci pour votre présentation. Alors, j'ai une petite question. Vous avez mesuré donc les données sur la voiture individuelle, mais est-ce que vous avez des données sur la voiture partagée, que ce soit covoiturage, autopartage? Je pense à des stations d'autopartage gérées par typiquement Cities, ou même autopartage un petit peu plus informel. Voilà, est-ce que vous avez des données plus sur l'élément voiture partagée?
Alors effectivement, dans l'enquête, il doit y en avoir. On les a peu utilisés ici, c'est-à-dire qu'on a demandé à chaque personne quel était l'usage de la voiture qu'elle était réalisée, mais on n'a pas qu'elle réalisait, mais on n'a pas demandé si c'était de la voiture conducteur ou de la voiture passager. Donc on est ici sur un usage de la voiture qui est finalement tout type d'usage de la voiture. Donc ça, c'est aussi une limite. Par contre, dans les images des différents modes, il y a aussi une caractérisation du covoiturage qui est demandée et qui va nous permettre d'avoir une idée un petit peu de la vision qu'ont peuvent avoir les gens sur les modes partagés. D'accord, ok. Merci. Donc voilà, c'est une entrée. Je pense qu'on pourrait aller plus loin à ce niveau-là, mais en tout cas, on commence à l'intégrer. Ok. Merci pour votre réponse. On va prendre la question de Pierre du SMAG. Non, pardon, je suis avec Pierre, c'était la question de tout à l'heure. Je vais enlever. Excusez-moi. Merci. Donc Delphine Manzi avait demandé la parole. Oui, bonjour. Du coup, moi, je travaille dans l'unité vélo du SMAG et je m'intéresse particulièrement à la question des publics parce que je suis en charge de la coordination du volet animation, communication, vélo. Et donc, on a entamé un travail avec l'AURG justement sur la définition des publics que l'on souhaiterait cibler et pour mieux apprendre à connaître ces publics-là, de savoir quelle est leur pratique, quels sont leurs freins spécifiques et du coup, quels sont les leviers qu'on pourrait imaginer mettre en œuvre pour derrière avoir une déclinaison en matière d'animation et de communication qui soit peut-être plus pertinente ou en tout cas à minima plus cadrée et qui soit priorisée d'une année sur l'autre. Et donc, c'est pour ça que votre présentation, je la trouvais très intéressante, mais ça m'ouvre tout un tas de questions. Donc, nous, dans le procédé de travail, on a commencé par se lister tout un tas de questions. C'était un peu une liste au Père Noël qu'on a soumise à l'agence d'Urba, qui est en train de voir dans quelle mesure ils peuvent y répondre ou pas, notamment en s'appuyant sur les données de l'EMC2. Et par exemple, on avait cette question de l'image, du vélo, pour les différents publics. Donc là, ça y répond, mais je me demandais, est-ce que les adjectifs qui sont proposés par les gens, enfin qui sont donnés par les gens, ils avaient le choix parmi un certain nombre d'adjectifs ou bien c'est eux qui étaient libres de qualifier les différents modes comme ils le souhaitaient? Alors, ça je ne sais pas, Isabelle, si vous avez la réponse. J'ai posé la question à mon collègue Yann tout à l'heure parce que j'avais un doute et du coup, il n'a pas su me répondre. Donc, en tout cas, juste avant peut-être de vous dire pour cette enquête, préciser que quand on a la possibilité de le faire, on préfère ne pas du tout orienter les gens. C'est-à-dire leur demander vraiment de qualifier les modes de transport. Et de demander d'ailleurs pas nécessairement des adjectifs, mais de demander des mots, des adjectifs ou des expressions qui qualifient les modes de transport. Donc ça marche super bien, sauf que ça nécessite un temps de recodage qui est monstrueux. Donc pour vous reparler du travail dont j'ai parlé tout à l'heure sur les adolescents dans plusieurs pays en Europe, voilà, vous faites x3 pour chaque mode et puis fois le nombre de modes et vous devez tout recoder. Quelqu'un qui va vous dire c'est bof, bah, voilà, où est-ce que vous mettez cette qualification-là quelque part? Enfin, il faut bien trouver à qualifier. Donc, quand on peut le faire, on préfère laisser libre les gens parce qu'on a quelque chose de moins orienté. Par contre, il arrive souvent, pour gagner du temps en termes de remplissage d'enquête, parce que c'est vraiment très long de laisser les personnes très libres, on a tendance à leur proposer un certain nombre d'adjectifs avec autant d'adjectifs positifs que négatifs, et puis les deux qui sont l'un en face de l'autre. Et donc, on a aujourd'hui une liste d'une trentaine d'adjectifs avec 15 positifs, 15 négatifs qu'on utilise quand on sait qu'on n'a pas la possibilité en termes de temps de remplissage d'enquête de les laisser libres. Mais peut-être après, Isabelle, sur Grenoble, est-ce que là, ils avaient la liste à disposition? Oui, alors effectivement, là, on était sur un questionnement avec une liste. Ceci d'autant plus qu'on était sur un questionnaire web. Donc, les gens cliquaient au fur et à mesure à toutes les réponses et donc une liste d'adjectifs leur a été proposée. OK. Du coup, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple en traitement, mais ça permet moins d'aller plus dans la psychologie de différents types, on va dire, de publics. Nous, une autre question qu'on s'était posée, c'était justement quels sont les freins, donc tant
sociaux, psycho, etc., à la pratique du vélo sur l'aire grenobloise. Et ça, en fonction de différents types de publics. Donc, soit des publics en situation de précarité, ou du public en entreprise pour des déplacements pro, ou du déplacement interzone, etc. Et donc là, je ne sais pas dans quelle mesure cette notion de frein, au-delà des adjectifs en fait que vous évoquez, est-ce qu'on a des éléments là-dessus ou pas plus que ça? Alors, si après, ce travail-là, donc là, l'idée, c'est de faire une présentation qui était quand même, assez rapide. Mhm. Maintenant, cette typologie-là et puis la caractérisation du vélo et puis c'est un travail qu'on a fait sur chaque adjectif aussi. On peut essayer de regarder qui sont les publics qui nous disent que le vélo est dangereux, par exemple. Est-ce qu'on retrouve plus des personnes, plutôt au-delà de 45 ans? Est-ce qu'on retrouve plus des femmes que des hommes? Est-ce qu'on retrouve plus, voilà, des gens qui sont avec qui ont des enfants par rapport à des gens qui n'en ont pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut se faire d'un point de vue analytique. Donc on a fait donc dans cette étude et qu'on a fait dans d'autres études, il y a le rapport qui est plus riche que ce que vous voyez ici en termes de caractérisation et d'analyse de la caractérisation du vélo pour reprendre, mais aussi des autres modes de transport à Grenoble et dans les autres territoires. Donc on arrive quand même à y voir plus clair sur les profils de personnes qui citent tel ou tel adjectif. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est sans question supplémentaire de passer de cette caractérisation générale, donc oui, c'est agréable, c'est silencieux et c'est sportif, par exemple, jusqu'à des freins au développement de l'usage. Pourquoi je n'utilise pas plus le vélo que je ne le fais aujourd'hui? Parce que il y a un certain nombre de déplacements aujourd'hui qui se font sur des distances trop importantes. Donc là, vous voyez qu'on est obligé de croiser cette typologie avec des éléments, voilà, qui sont parfois dans l'enquête et qui ne sont parfois pas dans l'enquête. Donc ça nécessite un travail quand même spécifique et des échantillons qui soient vraiment très importants pour pouvoir faire ces croisements derrière. Ok. Bon, j'ai d'autres questions encore, mais je vois que je suis pas la seule à lever la main, donc je vais laisser la place, quitte à reprendre plus tard s'il reste du temps. Très bien. On va prendre la question d'Angéline Hassenfratz. Oui, bonjour Angéline au Bonjour. SMAG. J'ai bien compris en fait qu'il y avait 8 profils qui avaient été définis grâce aux adjectifs. Est-ce qu'il serait possible pour chaque profil de savoir quels sont les adjectifs qui ont été utilisés pour se dire voilà, la personne elle entre dans telle catégorie? Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire l'exercice pour moi en me disant mais dans quel profil je me trouve? Et j'avais un petit peu de mal et donc je pense que ça pourrait être assez intéressant de voir un petit peu même en interne dans une équipe, d'essayer de faire le jeu, par rapport aux adjectifs de se classer, mais pour ça, voilà, il faudrait avoir pour chaque profil les adjectifs utilisés. Oui, c'est ça. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment ces 3 dimensions qui sont utilisées: les adjectifs, les pratiques d'usage et puis la dimension positive, négative, d'un point de vue plus général sur la qualification de chaque mode de transport. Et donc, c'est vraiment ces 3 dimensions-là qui sont utilisées et combinées pour la création des groupes. Donc ça veut dire que si vous voulez recréer ça au sein de votre équipe, il faut en tout cas, avoir les éléments sur ces 3 dimensions, et ça intègre notamment, l'usage. Pour revenir sur votre question, il y a des, éléments qui sont, évidents, enfin qui sont plus évidents, notamment environnementalistes où là, et voilà, il faut des éléments qui sont liés à l'environnement. Et puis après, derrière, on va aller chercher sur le sensible, ce qui concerne les comparateurs de confort. Donc les gens qui vont nous dire c'est désagréable, ça pue ou c'est joli ou on est bien. Donc on est vraiment ici sur des éléments qui sont liés au confort, positifs ou négatifs d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Sur les modes alternatifs, sur les modes actifs, on va avoir, des éléments qui sont plus liés au côté santé, au côté, activité sportive, et cetera. Sur les modes alternatifs, on va retrouver, ce «refus» entre guillemets de la voiture. Donc c'est-à-dire que le groupe se définit pas par rapport à un adjectif ou pas, ça peut être juste, ici on va voir sur les prédisposés au mode alternatif, plutôt un refus, de la voiture, plutôt qu'une adhésion à un mode ou un autre, ou une manière de qualifier un mode ou un autre. Voilà. Après, le descriptif de chaque groupe, il est plus complet dans le rapport peut-être qui peut vous être partagé. Il y a aussi pas mal de publications que vous retrouverez issues du LASUR, du laboratoire de sociologie urbaine. Vous pouvez faire la recherche logique de choix modal LASUR et essayer de trouver les publications qui datent d'après 2019, parce que du coup la typologie a changé en 2018, et de regarder un petit peu la manière dont les groupes sont définis. Après, il reste quand même un petit côté boîte noire qui est un peu regrettable,
mais qui est lié au fait que voilà, la typologie créée au Lasur doit rester au Lasur et donc et à Mobilio. Mais donc voilà, vous n'allez pas la recette parfaite qui va vous permettre de recréer la typologie. Ok, merci. On va prendre la question de Sarah Moraillon. Oui, bonjour. Moi, j'aurais été bien intéressée de savoir finalement dans tous ces groupes, j'ai bien compris que certains étaient disposés à d'autres modes, mais parfois étaient contraints de prendre la voiture. Et je trouve que ça serait très intéressant de savoir finalement quelle est la part du trafic routier qui est imputable à chacun des groupes et sur chacun des territoires là, par rapport au graphique qui est affiché. Est-ce que, par exemple, les habitants restent métropole automobiliste exclusif, c'est peut-être 18% des gens, mais 50% des kilomètres parcourus. Et effectivement, il faut vraiment qu'on aille les chercher eux. Ou peut-être que ils sont 18%, mais en fait, ils ont beau prendre la voiture par défaut, c'est plutôt des personnes âgées qui vont pas très loin. Je dis au hasard, hein, peut-être des Ouais, bêtises, mais je trouve que ça serait vraiment intéressant pour après aller cibler les politiques de mobilité sur les éléments les plus impactants en termes de report modal. Et je le dis, pardon, je ne me suis pas présentée, mais je suis chargée d'études mobilité à l'agence d'urbanisme et notamment chef de projet du futur PDM du SMAG. d'accord. Ok, c'est une bonne remarque. C'est un point qui a été discuté avec Keolis sur Rennes, donc je pense qu'on va essayer de le faire là-bas. C'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière assez facile une fois qu'on est à l'étape dans laquelle on est ici sur le travail sur Grenoble, au sens où on a pour chaque personne le groupe d'appartenance dans lequel on l'a versé. Et donc, il suffit de regarder la veille du jour d'enquête quelles sont les distances parcourues avec la voiture pour avoir une idée quelque part des distances parcourues avec les membres de chacun des groupes. Donc, c'est effectivement quelque chose que moi, j'ai pas eu l'occasion de faire pour le moment, mais j'entends bien votre demande, je la trouve pertinente, mais malheureusement, j'ai pas de graphique à vous montrer, même dans ce qu'on a prévu après le. Merci de votre attention. Selon les questions, j'ai pas celui avec les distances et les parts de distance pour chaque groupe, malheureusement. Est-ce qu'on a d'autres questions? On s'achemine tout doucement vers la fin, là. Une question d'Yvan Martineau. Yvan, on ne vous entend pas. Si vous pouvez peut-être nous mettre un message dans le chat. Si... Ah, je le vois, le message. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres demandes de questions, nous allons conclure ce webinaire. Merci à tous de votre participation et de ces échanges. Vous pourrez retrouver prochainement sur notre site internet les éléments de présentation et vous pouvez également y retrouver l'ensemble des publications et webinaires qui sont consacrés à l'analyse des résultats de l'EMC2. Merci Emmanuel. Merci, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et que vous voulez aller plus loin, voilà, n'hésitez pas à me faire un message, je ferai tout ce que je peux pour vous répondre si je le peux. Merci.